Après 3 ans d'absence sur ce pay-per-view, il est de retour. Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du pay-per-view de l'été du Big Four, d'un des Big Four de la WWE, SummerSlam 2016. C'est parti. On se retrouve pour SummerSlam 2016, un pay-per-view qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup fait réagir, parce que c'est un pay-per-view à beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions, hein, joie, tristesse, suspense, incompréhension. C'est un pay-per-view très bizarre, je l'ai vécu en direct et j'ai dormi 2 heures, ça se voit peut-être sur ma tête, hein, j'ai dormi 2 heures, j'ai dormi à 6 heures, je me suis réveillé à 8 heures. Voilà, mais je me suis vraiment pas ennuyé, même les matchs qui étaient pas bons, je me suis pas ennuyé. Parce que voilà, c'était ce SummerSlam, il y avait complètement de l'incompréhension dans ces matchs. Je vais revenir sur quelques points dans les matchs, on s'en parlerait, mais c'était vraiment un pay-per-view assez bizarre, mitigé, vraiment pour certains il était très mauvais, pas digne d'un pay-per-view, et pour certains comme moi, c'est un des pay-per-view de l'année, même si c'est voilà, c'est dur, de toute façon on va le voir à la fin, j'ai mis des notes très hautes, on va se le dire. Je vais parler des 3 matchs qu'il y a eu dans le kick-off, parce que les 3 matchs dans le kick-off, c'est WrestleMania. J'ai noté un match, j'ai noté le match Cesaro Sheamus, je vais y arriver. Tout simplement, les 2 autres matchs, je ne les ai pas notés parce qu'il n'y a pas d'importance, les rivalités vont sûrement pas continuer, alors que Sheamus Cesaro, en fait, je l'ai noté parce que c'est un match qui va se faire en 7 séries. Alors, cette rivalité va continuer longtemps parce qu'elle va se faire en 7 séries, justement. Alors, c'est pour ça que je l'ai noté. Je pense qu'elle va être en main show dans les prochains pay-per-view. Et simplement, ça remplace la note du match Reigns-Rusev, qui, on sait, n'a pas une note. C'est pour ça que ça remplace donc la note du match qui aurait dû avoir lieu, c'est français, je sais plus, Reigns-Rusev. Voilà. C'est pour ça que j'ai noté, et c'est parti, on va pas perdre de temps, ça fait déjà 2 minutes. Hop, et j'ai mes notes sur mon ordi comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, hein. Vous me connaissez maintenant. On va direct commencer par le match tag team à 12. Donc je sais plus, en fait j'ai même pas marqué les noms en kick-off de ceux-là. Alors si je me rappelle bien, il y avait Breezango, The Ascension et je sais plus qui. Contre les Usos, les Highbrow et American Alpha. Alors c'était un beau match, hein, avec de très bons spots, en même temps avec des équipes par équipe comme ça, très bons spots. Le move que je retiens, c'est bien sûr le move que tout le monde attendait, le saut par-dessus la 3e corde des Usos sur tout le monde, hein, attendu. Voilà, victoire des Face, assez logique, c'est un kick-off, on ne savait pas pourquoi faire un burn des heels, c'est une rivalité qui va pas du tout continuer, c'est un match comme ça. Un peu comme tout le monde, je commence à en avoir marre d'Usos, je commence à avoir vraiment ma claque d'Usos, c'est toujours la même chose. Même là, le public était même là, ils étaient hués le public était en train de huer les Usos quand ils rentraient sur le ring. Je commence à en avoir marre, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose de Usos qui change de gimmick, je sais pas, qui change de catch, je sais pas. Il faut vraiment qu'ils fassent un truc. Bah, j'ai pas mis de notes, victoire des Face donc. Ensuite, on a eu le Sami Zayn et Owens, je sais pas pourquoi j'ai marqué Owens, et Neville contre les Dudley Boys. Très déçu que Neville et Sami Zayn soient en kick-off. Quand j'ai vu ce match, j'ai pas compris pourquoi il était en kick-off, alors que normalement Sami Zayn et Neville, ça mérite d'être en main show, ça. Voilà, en plus contre les Dudley Boys, c'est une rivalité qui va pas continuer, c'est pour ça que je l'ai pas noté, hein, victoire de Sami Zayn et Neville. Move que je retiens, c'est le Red Arrow, toujours aussi impressionnant de Neville.
Et voilà, je comprends toujours pas pourquoi Zayn et Neville ont été en pre-show. J'espère que pour les prochains pay-per-view, ils seront en main show. Et donc le dernier match de kick-off que j'ai noté, donc Sheamus contre Cesaro. Très bon match, très bon spot de Cesaro parce que Cesaro, il a tout simplement utilisé tous les éléments du ring, donc avec les nouveaux poteaux en LED, ils sont très, enfin je sais pas, je trouve ça bizarre sur le ring. Alors il y a beaucoup de spots, beaucoup de mouvements que je retiens, c'est la part de Cesaro bien sûr, pas de Sheamus, vous avez compris. C'est le kick, tout simplement une sorte de coup, le big boot dans la face de Sheamus, suivi d'une close line, mais la standing close line, donc il est resté sur ses pieds et waouh, il l'a fait à la Sami Zayn mais encore plus puissante. J'adore ces close lines comme ça faites par Sami Zayn, par Cesaro, je les adore. Franchement, qu'ils continuent, qu'ils n'arrêtent pas parce que c'est juste impressionnant. Moi, ça vraiment m'étonne, ça m'impressionne ces close lines. Encore un autre pote, c'est le crossbody où il se met justement où j'ai dit qu'il utilisait les éléments extérieurs de ring. Donc là, il utilise le poteau. Apparemment, j'espère pas que ça va être ça dans tous les pay-per-view, mais là, à SummerSlam, les poteaux étaient très gros. On pouvait se mettre debout dessus parce qu'ils étaient LED. Donc il a utilisé ça, il s'est mis contre les poteaux au lieu de se mettre contre la troisième corde. Il s'est mis contre les poteaux. Il s'est balancé contre la troisième corde pour faire un crossbody magnifique sur sur Sheamus, excusez-moi. J'aime bien parce que Cesaro, voilà, il utilise tous les éléments, il a utilisé le poteau pour se balancer contre les cordes, voilà, je trouve ça très bien. Et j'ai noté 7 sur 10 pour ce match. Donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure qui remplacera le match Reigns-Rusev, 7 sur 10, voilà. On va passer maintenant au main show de SummerSlam 2016. Ça a commencé par le match Enzo Amore et Big Cass contre l'équipe Jericho. Donc Jericho, Chris Jericho et Kevin Owens. Je n'avais pas fait le pronostic dans ce match dans mes pronostics parce que simplement c'était pas encore annoncé quand j'avais fait 2 semaines avant. Voilà, j'avais quand même beaucoup de matchs. Voilà, Jericho, ça fait un peu comme avec la Jericho, quoi. Peut-être qu'il va être champion tag team avec Kevin Owens, même si je trouve que ce serait très stupide d'utiliser un très bon catcheur comme ça qui est Kevin Owens qui pourrait être en main event en champion tag team. Mais peut-être qu'ils vont faire ça comme ils faisaient avec Jericho, donc Jericho et Big Show. Là c'est Jericho, donc Jerry et Kevin Owens. Voilà. Alors bon match, hein, les 4 étaient vraiment dedans. Bien sûr, un petit spot en plus pour Enzo et Cass. Le saut que je retiens, c'est quand Enzo, il y a un spot que je retiens, le spot habituel, c'est quand Big Cass envoie Enzo par-dessus la troisième corde et Enzo saute sur Jericho et Kevin Owens. Toujours impressionnant ça. Et par rapport à Sasha Banks, il se blesse pas. Et l'autre, c'est le powerbomb, je sais plus comment il s'appelle, le Cass bomb, je sais plus quoi. Le powerbomb contre les barricades sur Big Cass de Kevin Owens, juste impressionnant. Ce gars est ultra puissant, il arrive à mettre par terre un gars de 2m13. C'est ultra puissant, je trouve ça vraiment bien. Et les vainqueurs ont donc impressionnamment ont été Jericho et Kevin Owens. J'ai pas compris sur le coup pourquoi, j'ai toujours pas compris maintenant. Parce que c'est le premier SummerSlam de Enzo Amore et Big Cass. Sachant que les softs vont être, je pense, vont bientôt être de futurs champions, je pense. Donc c'est bizarre de les faire perdre dans un Big Four. Déjà qu'ils n'étaient pas à WrestleMania, j'espère pas qu'ils vont perdre au Survivor Series de Royal Rumble. Voilà, et j'ai mis donc 8 sur 10 pour ce match qui était quand même très bon mais sans plus. Ensuite on a voilà, celui-là, c'est le match Sasha Banks contre Charlotte pour le titre de championne de la WWE. Alors comme d'hab, ces deux femmes, ces deux lutteuses nous vendent tout simplement du rêve. Sasha Banks nous vend du rêve, Charlotte aussi. Charlotte, mais j'accroche tellement à son personnage, à son rôle de heel qu'elle joue juste magnifiquement bien. J'accroche vraiment à Charlotte et surtout à Sasha Banks. Sasha Banks m'a fait peur en fait. Vous savez, hein, comme à chaque fois, chaque pay-per-view, chaque match, Sasha Banks elle fait peur à tout le monde parce qu'elle fait des sauts suicidaires à l'extérieur de ring où là même elle a fait justement les spots que je retiens, je vais le dire direct, c'est le Rakenrala qu'elle a fait du haut de la troisième corde sur Charlotte où elle est très mal retombée sur la nuque, la tête la première, la nuque la première sur le ring, elle est vraiment très mal retombée. Il y a aussi à un moment, je ne l'ai pas noté mais je me rappelle où où Charlotte avait positionné Sasha Banks sur la troisième corde où elle est vraiment très mal retombée aussi.
ses pieds et sa nuque sont tombés sur les cordes, et ensuite la nuque la première sur le ring. Et ensuite l'autre spot que je retiens comme à chaque fois avec Sasha Banks, c'est le tombé suicidaire. Elle le rate à chaque fois, mais c'est toujours aussi impressionnant. Où là elle s'est vraiment blessée. Je sais pas si c'est là ou si c'est avec le Rakenrala qu'elle s'est blessée, mais qu'elle a vraiment très mal réussi. Mais c'est quand même un spot que je retiens. Parce que, pourquoi je dis qu'elle s'est blessée? Parce qu'en fait à chaque fois, vous savez, à chaque fois on s'inquiète, on dit putain mais Sasha Banks faut qu'elle arrête cette prise parce qu'elle va se blesser, Sasha Banks faut qu'elle fasse plus attention parce qu'elle va se blesser, Sasha Banks elle s'est pas tombée, Sasha Banks. Et bah là, voilà, on a eu la preuve, parce que Sasha Banks a perdu son titre. Et donc à l'heure où je tourne là il est 13h. Donc Sasha Banks a perdu son titre, on ne savait pas pourquoi au début. Et là on a eu des informations, des news en fait concernant la victoire de Charlotte, puisque oui, Charlotte a repris son titre. Moi aussi j'ai pas compris sur le moment, mais direct quand elle a perdu je me suis dit bon bah Sasha Banks elle s'est blessée, parce que j'avais prévu une victoire de Charlotte dans mes pronostics, de Sasha Banks dans mes pronostics, parce que je voyais pas Charlotte gagner, je voyais pas l'intérêt. Sasha Banks a été sur sur une bonne ligne, elle devait continuer comme ça, donc sur son règne, et elle a perdu. Et direct quand elle a perdu je me suis dit bon c'est sûr elle s'est blessée, c'est mort, il ne devrait pas faire un truc comme ça. Et après on a appris il y a quelques minutes que la décision de faire perdre Sasha Banks a été prise durant le match, puisque Sasha Banks s'est blessée pendant le match. Et là elle a été enlevée de tous les shows, de toutes les tournées de WWE parce qu'elle s'est blessée. Et donc il faut qu'elle récupère, c'est pour ça qu'elle va être absente pendant de longues semaines encore, comme après WrestleMania. Ça va être génial. Vous savez que je suis vraiment très fan de Sasha Banks, et voilà, elle est encore blessée. Voilà, pendant ces longues semaines où elle va être en convalescence, il faut vraiment qu'elle apprenne à tomber avec sa nuque, parce que c'est très grave. Elle pourrait vraiment mettre fin à sa carrière comme ça, comme aurait pu faire aussi Nikki Bella, ce qu'elle n'a pas fait. Mais elle aurait vraiment pu mettre fin à sa carrière, Sasha là. Vraiment qu'elle apprenne à mieux tomber, parce que tomber à chaque fois sur sa nuque en tombée suicidaire et tout, c'est vraiment pas très bien du tout. Voilà, faut vraiment qu'elle apprenne. Et bon, victoire de Charlotte, maintenant compréhensible, mais à chaud c'était pas du tout compréhensible. Très bon match, j'ai mis 8,5 sur 10, puisque voilà, les deux nous ont encore vendu du rêve. Actuellement avec Becky Lynch, c'est juste les deux lutteuses que je surkiffe, les trois lutteuses que je surkiffe un maximum. Vous savez que Sasha Banks, j'adore son panel de prise, j'adore tous ses moves à Sasha Banks, vous le savez. C'est pas nouveau. Voilà, vous savez que Sasha Banks, je l'adore. Charlotte, je l'adore. Becky Lynch, à WrestleMania 32, je l'appréciais pas encore, mais là, vu les capacités qu'elle montre, pour moi, elle peut être championne de la WWE, et elle peut même jouer là pour le titre WWE, je pense, parce qu'elle est tellement, elle m'impressionne tellement, Becky Lynch, c'est un truc de fou. Voilà, 8,5 sur 10. Ensuite, on va passer à un des matchs qui m'a le plus déçu. En même temps, il ne fallait pas attendre trop de ce match. C'est le match The Miz contre Apollo Crews pour le titre intercontinental. Alors The Miz remettait sa ceinture en jeu contre Apollo Crews donc. Et je vous avais prédit une victoire de Miz. Même si je vous l'ai dit, j'aurais aimé une victoire d'Apollo Crews, parce que vu ce qu'il nous a montré ce soir, Apollo Crews à SummerSlam, il peut faire un très bon champion des États-Unis, un très bon champion intercontinental, pas un champion majeur, mais il peut faire un très bon champion mineur, ou même si il se met en équipe, je sais pas, s'il se met en équipe avec quelqu'un, R-Truth, ou s'il se met en équipe avec des Sami Zayn ou des Neville par exemple, Apollo Crews et Neville, et qui sont champions tag team, ça peut vraiment faire de très bons champions. Apollo Crews peut vraiment être très bon champion solo, mineur ou tag team. Donc c'est pour ça là, les spots, enfin les moves que je retiens en fait, c'est les spots de Apollo Crews, parce que le match a été court, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de retenir trop de trucs. Justement, il nous a impressionné, et avec le standing moonsault, etc., où c'est là qu'il nous prouve, qui prouve à tout le monde que peut-être qu'il est arrivé trop tôt dans le main roster, mais qu'il prouve qu'il peut être champion intercontinental ou champion des États-Unis, ou même champion tag team, comme je l'ai dit. Voilà, match trop court, comme je l'ai dit. Miz conserve avec un Skull Crushing Finale, assez basique. Je me suis dit, bon, il va quand même pas se dégager. Il se dégage pas de 1. Je me suis dit, c'est fini trop rapidement. The Miz l'a trop vite mis au tapis. C'est fini trop rapidement. Voilà. J'ai pas mis de note d'ailleurs à ce match. Je vais en mettre une maintenant. Et je vais mettre 7 sur 10 pour ce match. Si j'en ai mis une, je crois. C'est 7 sur 10 pour ce match. Parce que j'ai noté la belle perf exceptionnelle d'Apollo Crews comme à chaque fois. Et mes matchs vraiment trop courts. Ensuite on va parler du match de New Day contre Club. Donc les New Day ont remis leur titre en jeu
contre les Lugaus et Anderson, qu'on appelle le club, enfin que j'appelle le club, mais maintenant qui n'est plus le club malheureusement. Ouais, match pas mal dans l'ensemble, vraiment, mais sans plus parce que c'est encore une fois un match assez basique pour moi qui pourrait être en Raw. Voilà, à Raw ou à SmackDown. Ce match, enfin, ça mérite pas d'être en pay-per-view. Ils auraient pu faire un magnifique match. C'était un match assez long, je crois, une quinzaine de minutes. Voilà, ils auraient pu faire un très très beau match. Et malheureusement, ils ont fait du match, hein, Xavier Woods et Kofi Kingston. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont fait de mieux, ce qu'ils font à chaque fois, donc ça veut dire du très bon catch. Lugaos et Anderson aussi, hein, ils ont fait du très bon catch. Mais voilà, j'attendais plus. Et j'attendais bien sûr une victoire de Lugaos et Anderson, ce qui n'est pas, enfin, ce qui est arrivé, mais par disqualification. En fait, parce que vous savez, Jon Stewart a remplacé Big E aux côtés de Xavier Woods et Kofi Kingston. Et là, à un moment où Lugaos et Anderson mène, Big E fait son retour. Voilà, donc la foule hurle, hein, tout le monde est content, oui, c'est la joie. Mais il gagne par disqualification parce qu'ensuite Big E attaque Lugaos et Anderson et donc Big E n'est pas dans le match. Et donc c'est pour ça que les New Day se font disqualifier. Donc une victoire de Lugaos et Anderson, mais qui conserve les titres par équipe. Les New Day conservent les titres par équipe parce que justement c'est une victoire par disqualification, et par disqualification tu conserves les titres tout naturellement. Voilà, c'est pour ça que je trouve ça dommage c'est les New Day quoi. Les New Day sont face, les New Day, enfin les face ne gagnent pratiquement jamais par disqualification quoi. Ouais, ils ont voulu mettre un gros point, un gros spot pour Big E pour son retour après 2 semaines d'absence. 2 semaines, c'est vrai que c'est très long, hein, par rapport à Randy Orton, c'est vrai que c'est vraiment énorme, 2 semaines. Voilà, mais je comprends pas. Autant ils auraient, à la place de Jon Stewart, ils auraient pu mettre Big E justement qui soutenait et tout. Mais par disqualification, je trouve ça nul. Parce que voilà, les New Day sont une équipe babyface parce qu'ils sont tag team, ça fait 1 an qu'ils sont champions. J'attendais voilà une défaite des New Day. Et après une séparation, mais bon, Lugaos et Anderson ont gagné, mais n'ont pas pris les titres, malheureusement. Ça aurait dû être une victoire d'une par disqualification pour les New Day, parce que Lugaos et Anderson sont les heels, alors que les New Day sont les face. Après voilà, il faut comprendre, c'est le contexte. Big E est de retour, il est revenu énervé, c'est pour ça qu'il les a attaqués, il faut comprendre. Ils n'ont pas fait un heel turn, mais je veux dire que c'est dommage. Dommage pour des faces de gagner de conserver leur titre par disqualification quoi. Très dommage. Donc pour ce match j'ai mis un 7,5 sur 10 encore. Bon match mais vraiment pas à la hauteur d'un SummerSlam. J'attendais plus une victoire par disqualification un peu merdique, très très dommage. Ensuite on va passer le match qui a la plus mauvaise note de ce pay-per-view. Même Sheamus Cesaro, oui même Sheamus Cesaro est mieux, je suis désolé. C'est le match pour le titre de champion du monde de la WWE. Dean Ambrose contre Dolph Ziggler. Pourquoi ce match n'avait rien à faire dans un pay-per-view, surtout à SummerSlam. Oui, ce match a duré 15 minutes, c'est vrai, ça a duré 15 minutes, mais 15 minutes, chiant, je me suis endormi devant. Je suis désolé, mais pendant le direct, là je l'ai revu justement pour parler un peu du match, mais voilà, je l'ai revu après, mais je me suis endormi devant. En fait, pour moi, ce match, j'ai regardé le début, la fin, en fait, voilà, j'ai regardé quand Dolph Ziggler a fait son dropkick, et j'ai vu la fin où Dolph Ziggler a perdu. En fait, ce match a été tellement chiant et nul que je sais même plus si je l'ai regardé en entier, si je me suis endormi devant et tout, parce que pour moi il a duré 5 minutes, alors qu'en vrai il a duré 15 minutes. Une domination totale de Dean Ambrose pendant les 15 minutes du match. À la fin, victoire basique. Voilà, avec un contre de Dean Ambrose, avec le Dirty Deeds, victoire en 1 Dirty Deeds de Dean Ambrose, alors qu'il avait mené tout le match, quoi, du début à la fin il a mené le match. Dolph Ziggler est revenu à un moment avec, justement c'est le spot que je retiens, avec le dropkick du haut de la 3ème corde, donc c'est un standing dropkick très beau, très bien placé, parfaitement exécuté par Dolph Ziggler, alors que Dean Ambrose sautait, c'est le spot que je retiens donc de ce match. Et voilà, au fait pour le match Big E, New Day et Club, je retiens aucun spot parce que c'était complètement nul. Voilà, petit aparté. Et ouais,
ce match n'avait rien à faire en pay-per-view, je le redis encore une fois. Et pourquoi Ziggler? En fait, je l'ai dit dans les pronostics, j'ai supposé que c'était ça dans les pronostics, mais je suis vraiment pas sûr. En fait, ils ont mis déjà, ils mettent que des poids crazy-weight champion. Déjà, on a Dean Ambrose en poids crazy-weight champion et Finn Balor qui est aussi un poids crazy-weight, je crois, et qui est champion universel. Voilà. Alors, je pense qu'en fait, c'est juste pour mettre, vu que la division crazy-weight va arriver à Raw, pas à SmackDown, mais à Raw. Et le titre va aussi arriver, donc c'est pour ça que je pense qu'ils veulent mettre en avant les poids crazy-weight. C'est pour ça aussi qu'il n'y a plus Seth Rollins et qu'il n'y a plus surtout Roman Reigns champion. Et voilà, c'est juste pour mettre, je pense, à Raw, du moins avec Finn Balor, les poids crazy-weight en avant. Mais à SmackDown, je me suis dit, toute la soirée, je me suis dit, oui, bah il y a Dolph Ziggler, en fait, je sais pas ce qu'il fait là, parce qu'il a simplement rien fait du match. Mais je pense que c'est pour mettre les divisions crazy-weight, mais à chaque fois je me dis c'est incompréhensible, c'est illogique. Enfin, il n'y a pas de logique parce que la division crazy-weight va arriver à Raw et Dean Ambrose et Dolph Ziggler. Le titre WWE est à SmackDown. Alors, j'ai pas compris justement pourquoi Dolph Ziggler a gagné. Alors peut-être que j'ai émis aussi une autre hypothèse, c'est peut-être parce que, il a fait comme The Miz quoi. Et vu qu'il fait service, même si par rapport à The Miz il le fout tout le temps sa gueule, par rapport à il critique tout le temps la WWE, mais peut-être qu'il a, voilà, comme The Miz, été remercié de, puisqu'il fait toujours son job, c'est un mid-carder mais il fait toujours son job même s'il fait beaucoup de botch. Et justement, j'ai mis cette hypothèse, mais je me suis dit aussi que ça pouvait pas être ça, parce que Vince ne peut pas remercier Ziggler, il crache la gueule de la WWE, il fait beaucoup de botch par rapport au Miz. Donc j'ai pas compris. Alors c'est là que je me repose la question, pourquoi il a gagné contre le AJ Styles, Cena, Bray Wyatt, etc. Pourquoi? Alors que ça aurait pu faire après, à SmackDown, il y a eu un Dolph Ziggler, Bray Wyatt pour savoir qui allait être dans le match, et Bray Wyatt a perdu. Où est la logique? Je sais pas si Bray Wyatt aurait dû gagner vu qu'il s'est blessé à la cheville ensuite, mais un Dean Ambrose Bray Wyatt, même si Bray Wyatt gagnait et même si on a déjà vu cette rivalité qui a duré un peu trop longtemps à mon sens auparavant, un Dean Ambrose Bray Wyatt pour un seul match à SummerSlam, ça aurait quand même eu plus de la gueule, on est tous d'accord. Alors pourquoi faire un Dean Ambrose Dolph Ziggler où Dolph Ziggler est totalement absent, mais totalement absent du match et où il perd? Encore une victoire de Ziggler, j'aurais compris, mais le faire perdre, je vois vraiment pas l'intérêt de l'avoir mis en SummerSlam et de l'avoir mis pour le titre. Je comprends pas l'intérêt. Si la feud encore continue dans quelques semaines et qu'il y a Backlash, je crois que c'est Backlash pour SmackDown et Clash of Champions pour Raw. À Backlash, notamment, si à Backlash il gagne le titre, ouais d'accord, mais je comprendrais pas. Voilà, c'est pour ça que ce match mérite un 6,5 sur 10. Et j'ai mis 6, voilà, parce que c'est un match de championnat. Et voilà, 6,5 sur 10. Même Dean Ambrose m'a vraiment déçu, hein. C'est vraiment plus qu'un lunatique, Dean Ambrose. Malheureusement, il arrive vraiment, alors que je l'adore, hein, c'est vraiment un de mes lutteurs préférés, mais il arrive vraiment plus à me faire vendre son côté lunatique parce que la WWE lui met une gimmick de non lunatique. Je suis désolé. Si vous voyez ce qu'il a fait avant à CZW et tout, où il faisait des matchs vraiment hardcore, vraiment lunatique, où il saignait à chaque fois, où c'était vraiment hardcore, il utilisait que des échelles et tout, des machins. Le seul match qu'il a fait pour l'instant lunatique à la WWE, c'était contre Chris Jericho en match Asylum match, là, en Steel Cage, c'est tout. Où c'est enfoncé des punaises dans le dos, c'est tout. Il a pratiquement, à mes souvenirs, jamais saigné à la WWE, il n'a jamais fait de match hardcore. Voilà, Dean Ambrose n'arrive plus à me faire vendre son côté lunatique et je suis vraiment déçu. J'espère vraiment qu'ils vont vite changer de gimmick, qu'ils vont redonner une meilleure gimmick à Dean Ambrose parce que là franchement il est plus lunatique. Oui, son regard et tout est lunatique, mais son côté catch ne l'est pas du tout. Voilà, c'est pour ça que ça mérite un 6,5 sur 10. Je vais pas m'étendre dessus. On va passer maintenant à ce qui pour moi aurait dû être le main event, mais qui l'a pas été. Finn Balor contre Seth Rollins pour le titre universel de la WWE. Alors voilà, déjà le nom est merdique, on est d'accord, je l'ai déjà dit dans les pronostics. Pourquoi je le trouve merdique? Allez voir ma vidéo pronostic, allez voir ce que j'ai dit sur le match, voilà. Parce que simplement universel, c'est plutôt SmackDown qui coupe l'univers de la WWE et Raw qui est fait pour le business, et ils appellent ce titre le titre universel. On est tous d'accord qu'ils auraient dû faire revenir le titre poids lourd, sachant la gueule qu'a eu
que le titre universel, quand Stephanie McMahon et Mick Foley l'ont annoncé, l'ont présenté, c'est juste en fait le titre des Women's, mais sauf que tout le cadre est rouge, c'est tout, et qu'il y a marqué universel au lieu de Women's. Mais c'est juste le titre des Women's, sauf qu'il est tout rouge au lieu d'être rouge et blanc. Voilà, merci la créativité, merci la créativité de la WWE, merci beaucoup. Ils auraient dû vraiment faire revenir le titre poids lourd et on le regrette tous. Et j'espère que eux ils vont le regretter aussi, de ne pas avoir faire revenir le titre poids lourd, qui aurait été vraiment meilleur. Voilà, alors très bon match, un 9,5 direct parce que c'est pas la perfection, mais voilà, il y a eu le Demon King, il y a eu des spots juste incroyables, mais c'est pas parfait non plus, c'est pour ça que je mets 9,5 sur 10. Voilà, Demon King champion, juste incroyable. On l'attendait un peu tous, enfin certains ne l'attendaient pas, mais moi j'attendais Finn Balor champion. Voilà, il arrive en Demon King, juste en plus le style, le look, avec au début on aurait dit que c'était vomi dessus, mais c'est vraiment très stylé avec l'œil derrière, de Finn Balor. Juste le Demon King avait juste un look incroyable avec l'entrée qui m'a fait frissonner, comme Christophe a juste l'a dit. Voilà, j'ai la chair de poule, il m'a fait frissonner. Match très technique, en même temps avec Seth Rollins et Finn Balor, on peut pas faire autre chose que du technique. Voilà, il y a plein de spots où par exemple Seth Rollins, quand il le balance par-dessus les barricades, il croit en avoir fini, et là il arrive, il sort comme ça des barricades, et il fait vraiment peur, il fait vraiment penser à l'Undertaker quand il se soulève, quand il est couché, qu'il se soulève comme ça, il fait vraiment penser à l'Undertaker, et il nous fait vraiment peur, il nous fait vraiment kiffer, il vend vraiment très bien sa gimmick de Demon King, vraiment bien, le roi démon, c'est vraiment ça. Voilà, très bon spot aussi, il y a vraiment plein de spots que j'ai retenu, le coup de grâce, il y en a vraiment plein, je les ai même pas notés parce que en fait le spot que je retiens c'est le match était juste incroyable, les deux se sont donnés à fond et juste voilà, c'est incroyable, les deux se sont donnés à fond, c'était hyper technique. À la fin le Pelo a direct commencé par un shotgun dropkick, bon ça s'appelle plus comme ça mais pour moi ça s'appelle un shotgun dropkick, sur Seth Rollins direct après 10 secondes de match, et à la fin voilà un pedigree, il résiste au pedigree, et ensuite après la souplex magnifiquement placée, le Demon King se réveille, hop, d'où un shotgun dropkick à l'envers, inversé, shotgun dropkick et coup de grâce. Vraiment coup de grâce, donc c'était le coup de grâce parce que Finn Balor a achevé Seth Rollins et donc il devient le premier et nouveau champion universel de la WWE. Alors très content, très ému à ce moment-là, j'étais vraiment en joie, et j'étais vraiment très content pour Finn Balor parce qu'il est premier champion d'un je pense long titre qui va faire aussi long que le titre WWE. Et voilà, quand tu es vraiment premier champion d'un titre, t'as vraiment du mérite, t'as vraiment du respect. Et il est premier et nouveau champion universel de la WWE, qui sera donc ce titre est à Raw, on le sait. 9,5 et voilà. Juste le petit bémol, c'est vraiment le titre qui est vraiment merdique niveau style. Je crois qu'il me reste plus que 2 matchs, il me reste Cena Styles et Orton Lesnar. Ah bah non, oui, mais Reigns Rusev, bon, on peut en parler. On peut en parler de Reigns Rusev si vous voulez, mais en fait, pendant que, voilà, quand ils se sont attaqués à l'extérieur du ring, quand ils ont commencé, déjà dans le ring, après qu'ils sont à l'extérieur du ring, je me dis, bon, l'arbitre va se séparer, le match va vraiment commencer. Et après, quand Roman Reigns a fait passer à travers la barricade et qui ensuite il a dit je veux continuer et qu'il a pas arrêté de le tabasser dans les barricades et tout, je me suis dit bon, il n'y aura pas de match, c'est sûr. Et voilà, il n'y a pas eu de match. Roman Reigns juste très violent dans cette bagarre, on peut dire, parce que c'est pas un match, c'est la bagarre. Dans cette bagarre entre Rusev et lui, Roman Reigns très violent, il a juste arrêté la brute bulgare. Il n'y a pas beaucoup qui sont arrivés à faire ça, quoi. Il arrête la brute bulgare et juste le spear, mais qu'il a... Oh mon dieu, déjà, quand il était au sol et donc il est reparti ensuite, je pense que c'est un heel turn, on peut le dire, c'est un heel turn de Roman Reigns. Quand il est reparti ensuite, genre voilà, j'ai fait mon affaire, c'est bon. Rusev, on aurait dit qu'il s'est vraiment très fait mal au ventre, je crois qu'il s'est vraiment cassé une côte. Voilà, il s'est vraiment fait mal et je crois que c'est vraiment, on voyait son visage de souffrance. Ils sont soit qu'il s'était cassé une côte, mais ensuite il est revenu, mais le spear, oh mon dieu, mais le spear, mais incroyable, majestueux, mais
puissant, mais oh, mais vous écoutez bien quand il fait son spear, on aurait dit vraiment qu'on entend la côte de Rousseff se casser, parce que je pense vraiment qu'il s'est cassé une côte, peut-être plusieurs côtes, même il s'est peut-être pas cassé qu'une côte, mais je pense vraiment qu'il s'est cassé une côte, hein, je pense, vu la douleur après le spear qu'il a eu. Ta gueule la moto. Merci. Vu la douleur, ensuite le visage de douleur qu'il a eu après le spear, je pense qu'il s'est cassé une ou plusieurs côtes, parce qu'il se tenait ici, hein, donc c'est tout à fait normal. Mais ouais, le spear juste, oh my god, de Roman Reigns. Il était tellement puissant, on aurait vraiment dit entendre les côtes de Rousseff se casser, quoi. Waouh, mais la puissance qu'il a dégagée dans ce spear, j'en reviens pas. Voilà, on va arrêter d'en parler, donc ce match n'est non noté, donc officiellement pas noté, quoi. Voilà. Donc on est déjà à 31 minutes de vidéo, ce qui est pas mal, hein. Pas très bien du tout. Hein, Darren, arrête de parler. Voilà. Il reste donc 2 matchs pour moi qui sont les 2 meilleurs matchs de la soirée. 1 parce que simplement il était tellement technique que je l'ai surnoté, je vous le dis direct, vous savez lequel c'est. Et le deuxième parce que ça marque la fin vraiment d'une ère. Voilà. On va d'abord parler de l'avant main event. On va parler de main event, bon, dernier parce que c'est le main event, même si c'était pas trop un main event, on va se le cacher. On va parler du John Cena contre AJ Styles. Ce match était phénoménal. Il n'y a pas d'autre mot. AJ Styles nous a vendu du rêve. Phenomenal for Home. Deux Styles Clash, je croyais qu'il était des prises interdites qu'il avait arrêté. 2 Styles Clash, 2 Phenomenal for Home, un crossbody, 2 Attitude Adjustment. AJ Styles s'est ressoulevé du deuxième Attitude Adjustment. C'est la première fois qu'on voyait John Cena aussi bouche bée. Peut-être que je vous mettrai la photo si j'arrive à la trouver, mais John Cena, on l'a jamais vu aussi bouche bée. On aurait. C'est un choc, quoi. Le visage de la WWE qui sait pas quoi faire. Le visage de John Cena qui sait pas quoi faire pour battre son adversaire. C'est voilà, on a déjà vu contre The Reigns, c'est cool contre des autres gens. Voilà, contre Bray Wyatt et tout, pas savoir quoi faire et tout parce qu'il résiste à 2 adjustments. Mais là, il savait que c'était AJ Styles, il savait que c'était un des meilleurs lutteurs du monde avec lui. En gros, c'est le meilleur lutteur du monde. Il savait. Il vient pas de nulle part, il a 15 ans de carrière derrière lui, AJ Styles. Et il savait que ça allait être dur. Et je pense que bon, le John Cena bouche bée c'est scénarisé, mais la tête qu'il a fait c'est unique. Je pense que cette tête va rester légendaire parce que c'est la première fois qu'on voit John Cena bouche bée. On voyait à son regard qu'il savait plus quoi faire. Et donc ensuite à la fin du match, John Cena tente un 3e Attitude Adjustment. Un 3e Attitude Adjustment donc pour finir le match. Mais bien sûr le public l'a hué parce que voilà, c'était un peu nul. Et donc boum contre AJ Styles qui fait un 2e Styles Clash magnifique, puissant, phénoménal sur John Cena et qui poursuit et finit avec son Phenomenal for Harm que je surkiffe. Et 1, 2, 3, victoire de AJ Styles. Voilà. Je vais regarder mes notes pour voir les spots que j'ai marqués. Voilà, dans ce match, j'ai vraiment eu beaucoup d'émotions. Je suis passé par le suspense. Donc après on a vu un spot que j'ai retenu aussi, le Attitude Adjustment du haut de la 3e corde. Après le premier Styles Clash aussi, j'ai cru que c'était terminé. Vraiment beaucoup de suspense dans ce match. C'est ça aussi qui me fait mettre une aussi bonne note que je vais vous dire dans quelques secondes. Et aussi j'ai tremblé. Voilà, il y a vraiment eu du suspense. J'ai tremblé dans ce match. J'ai eu de la joie. Mais à chaque fois que John Cena faisait un STF, je tremblais, je croyais que AJ Styles allait abandonner. Quand AJ Styles faisait son Curve Crusher, quand en plus John Cena était au milieu du ring, je croyais que John Cena allait abandonner. Hein, le monsieur Never Give Up allait peut-être abandonner. C'est vraiment eu tellement de suspense. J'ai tellement été captivé par ce match. Je suis pas du tout sorti de ce match. Je crois qu'il a duré une bonne vingtaine, voire 25 minutes. Ouais, je crois qu'il a duré bien 25 minutes ce match. Mais 25 minutes, franchement, où ils nous ont vendu du rêve. Hein. Si vous regardez les anciens matchs qu'il a fait à la NJPW et tout, AJ Styles est capable de nous faire des matchs exceptionnels de 25 minutes. John Cena pareil, hein, c'est le visage de la WWE. Et ils nous ont fait un match de 25 minutes à couper le souffle. Même John Cena, il était bouche bée. C'est un match à couper le souffle. C'est pour ça que j'ai mis la note de 11 sur 10. J'ai pas pu mettre moins, je suis désolé, c'est ce qu'il mérite. Il mérite pas 10 sur 10, il mérite mieux 11 sur 10. Il y a eu tellement de techniques, tellement de spots.
Les Phenomenal for Home pour moi sont des spots. Les Styles Clash qui normalement étaient une prise d'intérêt sont vraiment des boss spots à retenir parce que quand on porte une prise aussi puissante sur le visage de la WWE, vraiment une prise aussi puissante avec le RKO, mais sur John Cena, et voilà, le spot que je retiens c'est la fin quoi, l'enchaînement Styles Clash et Phenomenal for Home, et il gagne contre le visage de la WWE. John Cena a perdu contre Edge Styles, ça veut dire que Edge Styles est le meilleur. Et bien sûr, à noter, pas d'intervention du club. En même temps, ils sont séparés, c'est normal, mais aucune intervention du club. Et ce match, c'était vraiment pour prouver que John Cena, qui de John Cena ou Edge Styles était le meilleur. Donc il y avait une victoire partout, c'est pas mal une victoire partout. Donc voilà, c'était la fin de la rivalité. Et voilà, Edge Styles gagne la rivalité contre John Cena. John Cena a perdu un match contre Edge Styles, ça veut dire que Edge Styles est meilleur que John Cena, ce qui est waouh, impressionnant. Et à la fin, il est parti un peu comme l'Undertaker à WrestleMania 30, ou encore comme Jeff Hardy. Il a quitté, Jeff Hardy avait quitté ses bandeaux et tout, il avait jeté dans le public. John Cena a enlevé son brassard qu'il avait ici de Never Give Up, il l'a laissé sur le ring et il est parti sous les applaudissements, comme avec Jeff Hardy quand il est parti, comme avec l'Undertaker quand il est reparti de la scène à WrestleMania 30 après avoir perdu. Ça marque sûrement la fin d'une ère, parce qu'il dit que il avait dit que le futur devait passer par lui, et donc Jay Styles, qui est le futur, est passé et a rivé les épaules du visage de la WWE, ce qui annonce vraiment du très lourd pour la suite. Mais je pense que le Never Give Up, et après sur les applaudissements, je pense pas que c'est la fin de John Cena. Je pense juste qu'il va aller, vu que c'est un part-timer maintenant, il va plus être trop présent. Il a fait ça pour dire qu'il va revenir maintenant dans quelques semaines, voire quelques mois, avec son émission ESPN ou je sais plus quoi là, qu'il a une émission à tourner, une saison 2. Voilà, donc c'est pour ça, je pense qu'il va être absent des rings pendant quelques semaines ou pendant quelques mois. Voilà, maintenant John Cena c'est un part-timer, aussi impressionnant soit-il. John Cena est un part-timer. Et je vous l'avais dit dans les pronostics, ça aurait été très bête, même si c'est John Cena, de faire gagner un part-timer. Et c'est ce qu'ils n'ont pas fait, donc ils ont fait gagner Edge Styles. Et voilà, je trouve ça bien, parce que même si c'est John Cena, c'est... Enfin, heureusement qu'ils n'ont pas fait gagner un part-timer. Même si John Cena c'est un part-timer, et voilà, c'est un peu nul. Bon, à part Brock Lesnar qui est une exception, c'est... Bon, Brock Lesnar c'est un peu un dieu pour Vince, voilà, on peut le dire, c'est une exception. Et voilà, donc 11 sur 10 pour ce match, j'ai toujours pas fait la note finale, mais je pense qu'il va être au-dessus de tout le monde. Je sais même pas si ça va être au-dessus de Payback ou de WrestleMania, je pense que ça va être au niveau. Je crois que WrestleMania avait eu 8,6 ou un truc comme ça, 8,1 je sais plus. Il y avait une très bonne note, Payback aussi, hein. Pour moi, WrestleMania et Payback qui sont les deux meilleurs pay-per-view de l'année, je vous le rappelle pour moi. Alors est-ce que ce Martin va passer au-dessus, je sais pas, mais avec un 11 sur 10 la première fois, depuis que je regarde le catch et depuis que je fais des vidéos, pronostic et analyse de pay-per-view, que je mets un 11 sur 10 pour un match. Je sais plus si j'avais mis ça une fois, peut-être une fois, mais une des premières fois où je mets un 11 sur 10 pour un match, et c'est vraiment pour dire que ce match m'a impressionné, et dans le bon sens, dans vraiment le bon sens. Et voilà, Edge Styles c'est phénoménal, ce match était phénoménal, voilà. Et maintenant on va passer au main event, qu'on peut appeler un main event, mais qui en vrai n'est pas trop un main event, on va pas se le cacher. Randy Orton affrontait la bête Brock Lesnar. Oui les amis, il affrontait la bête Brock Lesnar. Et qu'est-ce qui s'est passé? La bête Brock Lesnar a défoncé Randy Orton. On l'attendait. 7 German suplex en 10 minutes, un F5. Et Randy Orton est passé à travers la table des commentateurs de SmackDown. Ensuite, pendant ces 10 minutes, il y a aussi Randy Orton qui a complètement explosé Brock Lesnar à travers la table des commentateurs de Raw, donc Michael Cole, Corey Graves et Byron Saxton, avec un RKO exceptionnel, out of nowhere bien sûr. C'est vraiment le RKO out of nowhere, personne n'attendait. Et un deuxième RKO, voilà, où il est prévu, le deuxième RKO sur Lesnar, et il y a eu simplement deux. Brock Lesnar résiste à 2 RKO et Randy Orton a résisté à 7 German suplex, un F5 et un passage à travers une table. Voilà. Déjà pour ce match direct, je crois que si je me trompe pas, où est-ce qu'il est ce match? J'ai déjà mis en fait 7
pour la brutalité, simplement. Non, je crois que j'ai mis, non, 6, excusez-moi, j'ai mis 6 pour la brutalité de ce match, puisque voilà, les matchs bourrins comme ça, je voudrais plus, et c'est ce que j'attendais, et ils m'en ont servi. Ils m'en ont servi simplement du match brutal, c'est ce que j'attendais entre les deux, je vous ai dit. Je voudrais bien que Randy Orton soit le seul à faire peur à la bête, c'est pas trop ce qui s'est passé, c'est plutôt l'inverse. Voilà, c'est ce que j'attendais entre les deux, un match brutal, ça fait 15 ans qu'on attend ce match. Il y a vraiment du match brutal, hein. 2 RKO, 1 F5, 7 German suplex et 2 tapes cassées en 10 minutes, c'est un peu un record battu quoi, c'est un peu un record qui est voilà, un peu en dessus encore, un peu vraiment beaucoup battu même. Autant de brutalité en 10 minutes, c'est impressionnant, c'est ce que j'attendais de toute façon de la bête et de la vipère. Voilà, ils sont allés à Viperville, Sportsnar est allé à Viperville, Randy Orton est allé à Suplex CDI, et à la fin, c'est qui gagne? Et ben c'est l'arbitre, non je déconne, c'est Brock Lesnar. Voilà, en fait, voilà, ce match, je l'ai noté, et là je l'ai mis 6 donc, et j'ai rajouté 1,5 point. Pourquoi j'ai rajouté autant? Pourquoi j'ai rajouté 1,5 point pour ce match? Parce que j'ai rajouté les 1,5 point de la fin d'une ère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est la fin de la PG Era, et ce match le prouve. Parce que, à un moment, je pense que vous savez, ça vous a sûrement choqué, c'est pour ça que je vous ai dit au début de cette vidéo que ce pay-per-view a beaucoup fait parler à cause de ça, déjà. Surtout, je veux dire, parce qu'à un moment, Brock Lesnar enlève ses gants. Alors, il se croit à la MMA, le pélo, il enlève ses gants et tout. Ouais, je vais fighter, machin. Et là, il commence à le prendre par la tête. Et il lui fout des droites, mais des droites fausses. Et ensuite, il lui fout 2 coups de coude. Je pense que vous l'avez vu, mais 2 coups de coude, mais tellement puissants et vrai. Et il lui fait une entaille. Je vais sûrement vous mettre la photo ici parce que j'ai téléchargé avant. Je vais vous mettre la photo ici, donc en bas de moi. De l'entaille que Randy Orton a eu, et donc il a eu une hémorragie sur le ring, et donc c'est ça qui marque la fin de la PG Era, parce que voilà, la PG Era on le savait, c'est excusez-moi, c'est pas de sang sur le ring, surtout pas de brutalité, voilà, c'est il y a que des enfants qui regardent, il n'y a pas des adultes, il n'y a pas des gens responsables qui regardent, il n'y a que des enfants de 8 ans qui regardent, c'est pour ça qu'il faut pas de sang, il faut rien, il faut vraiment que les gens se respectent, il faut pas d'insultes, et voilà, c'est juste. C'est pas Randy Orton, c'est vraiment Brock Lesnar qui marque la fin d'une ère. Parce que la PG Era, on n'avait pas le droit de dire d'insultes. Là, Brock Lesnar, à Heath Slater, lundi, on s'en rappelle, il avait dit « J'en ai rien à branler de tes gosses », qui est une phrase interdite à la WWE, et il n'a pas été sanctionné pour ça. Ce qui marque déjà le début, la fin de la PG. Et là, avec l'hémorragie et donc la flaque, on peut appeler ça une flaque, j'ai jamais vu ça depuis la Attitude Era, ça fait longtemps que j'ai pas vu une flaque de sang sur le ring. Il marque vraiment à la fin de la PG Era, et c'est ça que j'aime, même si le pauvre Randy Orton a souffert. Vous la voyez en bas, l'image, l'entaille, le pélo, l'entaille, je sais pas, l'entaille elle doit faire au moins, je sais pas, 3 ou 4 cm de profondeur sur 5 ou 6 cm de longueur. Le pauvre Randy Orton a souffert, hein, il était carrément inconscient à la fin du match, on l'a vu. Il a eu besoin de 10 agrafes pour donc recoller la peau. 10 agrafes quand même, c'est énorme. Voilà, en gros c'est un peu comme si tu tombais sur une pierre quoi. Tu vois la pierre bien pointue sa race, tu vois le bout des tables, boum, tu tombes sur ça, mais genre tu t'enfonces dedans. Et bah c'est pareil ce qu'il a reçu Randy Orton, et je comprends qu'il soit tombé inconscient. Hein, j'ai jamais vécu ça mais je le comprends. Le pélo a perdu beaucoup, hein, c'est presque s'il a perdu 1 litre de sang quoi. Il y avait deux grosses tacs de sang. Voilà, c'est quand l'arbitre a donc bougé Randy Orton pour voir s'il était toujours conscient, et qu'on a vu la flaque de sang et tout le sang qui perdait par seconde. Et impressionnant. Christophe Régis et Philippe Siro étaient juste choqués. Moi aussi j'étais sous le choc. J'étais comme ça pendant le match. J'étais bouche bée, j'étais sous le choc. C'est pour ça que je dis que ce SummerSlam était un grand pay-per-view, parce qu'on était sous le choc. On a passé par toutes les émotions, donc aussi le choc, la joie, la tristesse. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, ce match marque la fin de la PG. C'est pour ça que je mets 7,5, que je mets 1,5 point de plus pour ce match, 7,5, qui n'a pas tellement été un match, pas tellement été un main event. Et voilà, le match a duré une dizaine de minutes. L'arbitre a décidé de mettre fin au match par TKO, donc par KO technique, ce qui est très très rare, ce qui arrive pratiquement jamais, on peut se le dire, hein. Une victoire par KO technique en plus, c'est-à-dire que l'arbitre, c'est l'arbitre qui a décidé de mettre fin au match. Alors peut-être que c'est pas scénarisé, hein, on ne sait pas, c'est pour ça. Là, Brock Lesnar, j'ai vraiment des doutes sur lui
son avenir et c'est vraiment de l'augurie simplement parce que je sais pas si c'était prévu ou pas, si c'était scénarisé qu'il perde autant de sang, hein. Mais bon, vu que c'est Brock Lesnar, on va hein, voilà. Mais voilà, par TKO, donc par KO mais technique, vraiment très rare, ça fait vraiment longtemps, vraiment qu'on monte à longtemps pour voir une victoire par KO technique. Voilà, c'est vraiment la fin de l'RPG. Donc là j'étais comme ça et après Shane McMahon est arrivé et quand Shane McMahon a voulu voir l'état de Randy Orton, a voulu prendre des nouvelles de Randy Orton, Brock Lesnar empêché d'aller voir Randy Orton, ça, ce qui a eu le don d'énerver Shane McMahon et donc il s'est pris un F5, Shane McMahon s'est pris un F5, ça non plus, je crois que c'était vraiment pas scénarisé, il y a eu quelques rumeurs, quelques news qui disent que l'intervention de Shane McMahon pour voir l'état de santé de Randy Orton c'était improvisé simplement pour vraiment voir l'état de santé, hein, pour vraiment s'informer, parce que c'était vraiment, je pense que c'était pas prévu qu'il perde autant de sang, que ce soit vraiment une hémorragie aussi importante, hein, presque qu'il a perdu 1 litre, je sais pas, peut-être que j'exagère, mais on aurait dit vraiment qu'il avait perdu 1 litre quoi. Et donc il a pris un F5, je sais pas si le F5 était prévu du tout, mais voilà, à un moment même Paul Heyman s'est interposé entre Shane McMahon et Brock Lesnar pour dire à Brock Lesnar d'arrêter ce massacre, parce qu'on peut le dire, là c'est un massacre qu'il a fait, c'est un massacre. C'est un massacre, un carnage, ce que tu veux. Le gars est parti, mais c'est comme à WrestleMania 30 où il avait laissé l'Undertaker au tapis, il avait battu Astric, l'homme le plus détesté du monde. On s'en rappelle, à SummerSlam 2014 aussi, il avait détruit John Cena. Avec Sam Bruce 2012 où aussi il avait détruit John Cena, il l'avait fait signer. Et là, à SummerSlam 2016, il part, l'homme, la bête incarnée, tel un grizzly, tel un ours enragé, tel un loup, bon j'ai arrêté, il attaque son adversaire mais comme si c'était de la viande. Il l'attaque, vous voyez, comme si c'était un tigre qui était en train de chasser une biche. Sérieux, on aurait dit ça. Le gars s'arrêtait pas et à la vue du sang, le gars s'est énervé mais il était en transe. Brock Lesnar était en transe à la vue du sang. Il avait lui aussi une grosse marque, une grosse plaque de sang, du sang de Randy Orton sur ses mains, sur sa cuisse. Et j'étais vraiment choqué, j'étais sous choc. Après, voilà, c'est vraiment un massacre. Hein. Randy Orton qui est inconscient après une hémorragie, Shane McMahon au sol après un F5. Et à la fin, quand il est reparti, donc descendu du ring, et qu'il y a eu musique de Brock Lesnar, j'ai vraiment pas arrêté de dire Goldberg vient, Goldberg, allez Goldberg, je veux que Goldberg vienne. Vraiment, j'ai pas arrêté de répéter que faut que Goldberg arrive. Et ben non, le pay-per-view c'est terminé. Voilà, alors pas d'intervention d'Undertaker, ce qui était prévisible, même s'il a rencontré Shane McMahon il y a quelques semaines, ce qui était prévisible. Et pas d'intervention de Goldberg, ce qui est plus impressionnant, parce que on l'attendait tous, on peut se le dire. Mais voilà, juste après le pay-per-view, j'ai su que donc Goldberg s'était fait opérer je crois de l'épaule et donc il devait mettre quelques semaines à s'en remettre, donc quelques semaines de convalescence, mais il aurait quand même pu venir pour affronter face à face juste Brock Lesnar, la bête incarnée, et ensuite repartir. Voilà, juste comme ça ne demande pas d'avoir une épaule cassée ou pas pour juste confronter un homme. Finalement c'est la bête incarnée, voilà. Donc j'ai mis 7,5 sur 10 donc pour ce match, j'arrête de me répéter. Voilà, ce match est un des matchs les plus brutals que j'ai vu, surtout avec le sang, ça fait très longtemps, il faut vraiment remonter à longtemps pour voir un match avec autant de sang. On s'en rappelle à Hell in a Cell, bon ma fenêtre qui va claquer, voilà. On s'en rappelle à Hell in a Cell 2015 où l'Undertaker avait fait saigner Brock Lesnar et donc direct on a essuyé Brock Lesnar, bah là ils l'ont pas essuyé quoi. Mais 2 flaques de sang énormes. Voilà, 50 minutes de vidéo, je suis désolé pour ceux qui vont regarder à la fin, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment, là je dis ce que j'avais à dire et je dis ce que j'ai à dire sur Brock Lesnar. Et si vraiment, excusez-moi encore une fois, si vraiment c'était improvisé, enfin je pense que les coups de poing étaient scénarisés, mais si vraiment l'ouverture et l'entaille aussi profonde étaient improvisées et que le TKO n'était pas prévu, donc le KO technique de ce match n'était pas prévu, Brock Lesnar va redevenir l'homme le plus détesté du monde, comme après WrestleMania 30, c'est pareil.
Et apparemment là il va se casser, hein. Il se cache jusqu'au Royal Rumble, ciao. Je laisse tout le monde ensemble, hein. Je laisse Randy Orton inconscient, j'ai mis un F5 au General Manager de SmackDown. Bonjour, c'est moi, Brock Lesnar, j'ai tous les droits. Hein. Vince McMahon me suce la bite, il m'aime, je sais, je gagne des millions en faisant 2 matchs par an, voilà, bien sûr. Et voilà, là apparemment il va pas être à Raw ce soir, parce que là ils sont lundi donc il n'y a pas encore Raw, mais apparemment il va pas être à Raw ce soir, parce qu'il va revenir, la prochaine fois qu'il revient sur Royal Rumble, donc pour avoir ensuite arriver à Alter WrestleMania. Je trouve ça, si vraiment il vient pas à Raw, je trouve ça vraiment honteux de Brock Lesnar, même pour Paul Heyman de pas venir s'excuser de la part de Randy Orton. Il a quand même laissé une personne inconsciente sur le ring, et je pense que c'était pas du fake, il était vraiment inconscient. Vu le sang qu'il a perdu, je pense que tout le monde, c'est une superstar, mais vu toute l'hémorragie qu'il a eu, je pense que c'était pas scénarisé qu'il soit inconscient. Et laisser une personne inconsciente sur un ring et qu'il reparte, je veux dire, il tabassait une personne inconsciente, quoi. Je veux dire, c'est choquant, c'est martyrisant, c'est vraiment un massacre. Et pour les jeunes, pour vraiment les jeunes de moins de 10 ans, de moins de 12 ans qui ont vu ça, ça a dû être très impressionnant, parce que même moi, à mon âge, voilà, on était encore on n'était pas dans la PG, mais je veux dire, il n'y avait pas autant de sang sur le ring, quoi. Même moi, ça m'a choqué alors que j'ai 15 ans, je veux dire. En même temps, c'est Brock Lesnar, c'est la bête incarnée, il fallait s'attendre à ça, mais une hémorragie et laisser Randy Orton inconscient. Randy Orton, c'est la première fois qu'il saigne autant de sa carrière. Enfin, pas saigne autant, mais je veux dire qu'il est inconscient, quoi, je veux dire. Il faut que j'arrête je veux dire, quoi. Non, mais voilà, c'est un match très très bizarre, très brutal, et qui marque la fin d'une ère, donc c'est pour ça que j'ai mis 7,5 sur 10. Voilà, je fais le calcul des notes. Je vous dis mon résumé sur ce pay-per-view, ma note, et je vous dis donc la note finale du pay-per-view. À tout de suite. Alors, ce qui nous fait un total de 8,1 sur 10. Donc, ce qui est un très très bon pay-per-view. WrestleMania 32 et Payback, je crois qu'ils avaient fait autant, mais c'est vraiment un des 3 meilleurs pay-per-view. Il est dans le top 3 des meilleurs pay-per-view d'année pour moi. Parce que juste, c'est le meilleur année de la WWE en fait, de la 2016. Donc c'est pour ça que c'est très prestigieux d'être dans le top 3 pour moi. Hein, là, j'ai pas parlé parce que ça fait déjà 50 minutes de vidéo. Peut-être qu'au montage, j'aurai coupé quelques moments. Là, je vais commencer le montage, il sera à 14h. On est lundi, 14h. Pour ceux qui écoutent ma vidéo jusqu'à la fin, on est lundi 14h. Je commence la vidéo à 14h. Et on va voir, je prédis, puisque vous savez que j'ai une connexion assez lente et un ordi assez lent, je prédis à peu près 8 heures d'upload sur Sony Vegas et 8 heures d'upload sur YouTube, ce qui ferait que la vidéo à peu près sortirait soit à 8 heures si je la fais pendant Raw, ou soit après 20 heures, à peu près 19 ou 20 heures, mardi. Alors là, c'est le temps de lundi et la vidéo sortira mardi, donc ceux qui m'écoutent en ce moment, alors je le mettrai par écrit sur YouTubeur WWE, la vidéo sortira sûrement mardi, puisque vu le temps d'upload que j'ai à mettre, vous savez que j'ai une connexion assez lente, je peux mettre 8 heures d'upload, sachant que c'est 50 minutes. C'est une des mes plus longues vidéos, je sais même pas si je crois que j'ai fait en plusieurs parties. Je sais pas, vous allez voir parce que je fais en plusieurs parties puisque c'est vraiment une de mes plus longues vidéos. C'est rare que je fasse des vidéos de plus de 50 minutes. Voilà, donc je vais sûrement faire en plusieurs parties. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans les vidéos sur votre avis à de SummerSlam 2016, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous d'abonner parce que c'est ce qui fait avancer la chaîne. Voilà, d'ailleurs je vais peut-être sûrement participer un jour au nouveau concept de Jordan qui est Wrestling Channel. D'ailleurs merci à lui, hein. Merci parce qu'il m'a fait gagner 2 abonnés, je l'ai dit dans la dernière vidéo. Merci à Thomas Couille. Mon objectif bien sûr c'est 100 abonnés. 100 abonnés, ça fait quand même 3 ans que je les espère. Surtout partager cette vidéo, partager. Maintenant je vais aussi remercier Melvin qui va bientôt faire ma bannière, mon logo et miniature vidéo, quoi. Donc vraiment merci beaucoup à toi Melvin si tu regardes cette vidéo. Et nous on se retrouve à coup sûr dans une prochaine vidéo. Ou pas.